bienvenue, messieurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette conférence de presse avec le docteur Mukwege. Voilà, nous allons procéder de la sorte. Le docteur et les professeurs vont prendre la parole brièvement au début, et puis nous passerons aux questions. Merci. Bonjour à tout le monde. Il y a effectivement 2 semaines, à la chaîne BBC, le porte-parole de l'UNICEF, M. Christophe Lérac, revenait du Kasaï. Et là, je cite, il dit, nous ne disons pas que les enfants au Kasaï risquent de mourir de malnutrition. Ils sont déjà en train de mourir. Et cette phrase avait résonné en moi, puisque, effectivement, il y a plus de 20 ans, Madame Bonino, Emma Bonino, revenait de la région des Grands Lacs. Elle va dire exactement ce qui suit. Donc là, je cite également. Le manque d'action concrète pour résoudre le sort des centaines de milliers de réfugiés est une honte pour la communauté internationale qui compromet sa crédibilité, aussi bien les Nations Unies que l'Union européenne. Emma Bonino avait déclaré qu'au moins 500 000 personnes sont menacées de mort par la faim ou la violence armée. Une situation qui témoigne d'une irresponsabilité scandaleuse au niveau mondial. Je la cite toujours, je ne dramatise pas, je l'ai vu de mes propres yeux, a déclaré Madame Bonino. Et plus loin elle dit, je comprends que l'opinion publique mondiale soit bouleversée parce que 70 otages sont détenus à l'ambassade du Japon à Lima ou à cause des baleines qui vont mourir sur les côtes australiennes. Mais c'est là ce qu'elle a vu dans la région des Grands Lacs implique 1 million de personnes. Une situation qui met en péril la crédibilité de l'Union européenne et de l'ONU. Là, je termine la citation. Je voulais commencer cette conférence de presse en posant la question, qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans? Entre ces déclarations d'Emma Bonino, elle s'inquiétait pour 500 000 personnes, mais depuis, c'est des millions qui sont morts, et chaque jour, on en compte. Et malheureusement, on ne voit pas la fin de ces drames que vivent les Congolais depuis plus de 20 ans. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier d'être présents à cette conférence de presse. Comme vous le savez, le pouvoir de la presse n'est plus à démontrer pour la défense des droits humains, la défense des sans-voix et la dénonciation du mal sous toutes ses formes. La population de la République démocratique du Congo, mon cher pays, a besoin des oreilles attentives, de bouches plus intègres et des esprits impartiaux pour faire connaître sa peine et son humiliation injustement subie, la honte dans laquelle cette population vit depuis 20 ans. On a besoin de cette presse impartiale pour pouvoir le transmettre. En ce moment où le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent pour discuter notamment de la situation sociale et politique de la République démocratique du Congo, nous, Congolais, membres de la société civile, et mes confrères ici présents,
professeurs des universités, nous voulons tout simplement attirer l'attention du monde en disant que le Congo se meurt. Le Congo est en déliquescence. Et aujourd'hui, avec la presse, avec la télévision, la nouvelle technologie, il n'y a personne qui peut dire « je ne savais pas ce qui se passe au Congo ». Avec mes collègues, nous avions commencé une campagne de sensibilisation qui avait commencé à Kinshasa. Nous avions été à Bukavu, à Kisangani, Lubumbashi. Et peut-être nous allons parler brièvement de la déclaration faite à Lubumbashi. Ceci pour essayer de mettre en exergue qu'au Congo, il y a des gens qui s'expriment, il y a des gens qui dénoncent, et les Congolais savent ce qu'ils veulent. Malheureusement, peut-être pas souvent écoutés. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est alarmante. Selon l'ONU, plus de 13 millions dépendent complètement de l'aide humanitaire, soit 50% de plus par rapport à 2017. Environ 7,7 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire grave, une augmentation de 30% en une année. C'est énorme. Dans un pays où il pleut 9 mois par an, dans un pays où on n'a pas besoin des engrais chimiques, on n'a pas besoin de pesticides pour faire pousser n'importe quel aliment, mais malheureusement dans ces pays, 7 millions de sa population est en insécurité alimentaire grave. Mesdames et messieurs, selon d'ailleurs l'UNICEF, 400 enfants sont gravement dénutris et risquent de mourir, ou s'ils ne sont pas tout simplement en train de mourir quand nous nous réunissons ici à Bruxelles pour discuter de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Le rapport fait état d'une situation tout simplement catastrophique et je voulais partager ces chiffres, même si vous les connaissez, mais il est très important de pouvoir insister puisque un enfant sur 10 dans cette région souffre de malnutrition sévère. La profession médicale, on sait très bien que même si on soigne ces enfants, il y a des conséquences à long terme que ces enfants vont porter à cause de notre irresponsabilité. La guerre qui se passe au Congo, dans cette région, ils ont inventorié 200 centres de santé pillés, brûlés et détruits. Allez se poser la question, pourquoi s'attaquer à des institutions sanitaires? Plus de 400 écoles ont été attaquées ou utilisées à des fins militaires, des écoles détruites. Des milliers d'enfants ont été recrutés dans des groupes armés ou dans des milices. Et 60% des miliciens dans la région, 60%, tenez bien, sont des enfants. L'année passée, on n'a pas pu tenir la campagne de vaccination dans cette région. Là aussi, ça va nous interpeller, puisqu'après nous aurons des enfants avec la poliomyélite qui vont être à la charge de la société, puisque tout simplement, quand on devrait faire ce qu'on devrait faire, on ne l'a pas fait. L'instabilité de ces 2 dernières décennies a créé 4 500 000 déplacés internes, soit en fait le chiffre le plus important de l'Afrique. Et tenez bien, j'ai eu à soigner des malades qui venaient à l'hôpital et qui me disaient qu'ils viennent de passer 5 ans de leur vie à se déplacer continuellement. Donc quand ils veulent s'installer à un endroit, quand ils ont cultivé, quand ils attendent de récolter, il y a des attaques au village qui les poussent d'aller plus loin et ils partent malheureusement en laissant les récoltes derrière eux. Une autre explication de cette famine chronique qu'on observe
en République démocratique du Congo. En travaillant 30 ans à l'hôpital, dans mon expérience, je constate que la situation humanitaire en République démocratique du Congo n'a jamais été aussi pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Combien de femmes, après avoir accouché, nous ont tout simplement abandonné les enfants, parfois même en laissant une petite note, je ne vais pas amener cet enfant chez moi, par crainte de le voir mourir comme son aîné. Et ils disparaissent dans la nature. Ce n'est pas un comportement normal. Mais tout simplement une pauvreté extrême. Ces pauvres femmes, parfois, ne veulent pas amener leurs enfants à la maison, de peur de les voir mourir. Entre février et avril 2018, les villages de Kabikokole, c'est dans le territoire de Mwenga au sud Kivu, ou Ameli, Keba et Moto, toujours au sud Kivu, ont été attaqués par des assaillants. Et ce qui était tout à fait sidérant, c'est de constater que dans ces villages, on regroupait tout simplement les femmes, on les violait à tour de rôle, et parmi ces femmes, il y avait des mineurs, des bébés, qu'on a pu nous amener à l'hôpital. Au nord Kivu, à Ituri, dans la province de Tanganyika, les paisibles citoyens sont traumatisés journalièrement. Leurs maisons sont brûlées. On tue, on décapite, dans un silence total. En venant ici, j'avais survolé la ville de Kalemi et je vis comment sont entassées la population dans des petites tentes. Cette population entassée de cette façon, elle est en attente tout simplement d'une mort douce. Le peuple congolais aujourd'hui vit comme un étranger sur le sol de ses ancêtres. Pire encore, quand je vois tous ces jeunes Africains qui traversent les déserts, qui acceptent de mourir dans les bateaux de fortune pour traverser la mer Méditerranéenne ou l'océan Atlantique. Ça me fait beaucoup de la peine puisque ce sont des images qu'on pourrait comparer à il y a quelques siècles lors de l'esclavage. Aujourd'hui, nous subissons la même chose à cause tout simplement de la mauvaise gouvernance. Notre jeunesse n'a pas de choix. Entre la mort douce, ils choisissent parfois la mort dramatique. Une telle misère n'est plus supportable. D'autant plus que selon un rapport de l'ONU, le gouvernement congolais fait si peu pour apaiser les souffrances de la population, alors que dans le même temps, les membres du gouvernement semblent se remplir les poches. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rapport des Nations Unies, et là, c'est un représentant des États-Unis qui constate en fait que la population congolaise est en train de souffrir d'une façon anormale et que malheureusement, c'est comme si ça n'intéressait personne. À la conférence humanitaire sur la RDC le 13 avril dernier, initiée par les Pays-Bas, la Commission européenne et l'ONU à Genève, afin d'élever des fonds pour faire face aux crises humanitaires en RDC, les autorités congolaises ont répondu que la crise humanitaire était due aux facteurs tout simplement naturels. Quelle façon de se moquer de la population congolaise. Ce que nous vivons pendant 20 ans, on est venu nous libérer, mais en fait, c'est tout simplement un asservissement que nous vivons. Et lorsque la communauté internationale veut venir à l'aide à cette population, tout simplement, le gouvernement congolais s'est abstenu de participer.
Les 528 millions qui ont été récoltés, il faut les reconnaître, c'était une somme généreuse. Les Congolais remercient tous ceux qui ont participé, ceux qui ont donné. Malheureusement, cette somme ne suffit pas, puisque pour faire face à la crise humanitaire que connaît le Congo aujourd'hui, l'ONU avait estimé la somme à 1,7 milliard pour sauver 13 millions de Congolais, et particulièrement 400 000 enfants du Kasaï que vous voyez régulièrement passer à vos écrans. Ces enfants qui ont survécu à la pire brutalité de la guerre vont malheureusement finir par mourir de faim. Nous sommes devenus le pays de tout va bien, Madame la Marquise. Quand vous posez la question, on essaie de vous montrer que vous exagérez. La vérité, qui n'a pas besoin d'une démonstration, mais au Congo, tout va bien. Il est donc facile de comprendre que dans la stratégie du chaos et de la violence, le pays est pris en otage par un groupe d'individus dont la situation actuelle s'accommode tout simplement à leurs intérêts. Cependant, nous sommes tous d'accord que l'aide humanitaire n'abordera pas l'éventail des défis auxquels le Congo est confronté. Seul un processus électoral totalement libre, juste et transparent peut commencer à résoudre toutes ces crises que nous vivons. C'est pour cela que les Congolais militent pacifiquement, au risque de leur vie, pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel avec des élections libres, transparentes, équitables. C'est une condition en fait préalable pour la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vie, la paix et la stabilité durable. La question maintenant est de savoir par quel miracle ce gouvernement qui a spolié le peuple, qui a bradé nos terres aux prédateurs, qui a fait montre de tant de capacités à agir pour le bien de tous, va organiser des élections libres et transparentes dans moins de 6 mois. Deux choses sont sûres. Plus la crise politique va continuer, la crise humanitaire va perdurer. L'autre est que seules les élections libres, justes et transparentes peuvent commencer à mettre fin à la crise politique en cours, ainsi qu'à la violence et à la crise humanitaire qui l'ont accompagné et ramené le Congo à la fois à la constitutionnalité et à une voie démocratique. C'est pour cela que j'ai fait appel aux pays amis en Afrique, en Europe, en Amérique, mais particulièrement au pays de la SADC, de soutenir le peuple congolais dans cette démarche de mettre en place un mécanisme de transition citoyenne sans Kabila qui puisse favoriser les élections libres et démocratiques pour inaugurer des lendemains faits d'espérance en République démocratique du Congo. J'appelle le peuple congolais, l'opposition, la société civile, de se mettre debout comme un seul homme, résister contre l'asservissement et surtout substituer la lutte de positionnement à celle de la libération du peuple congolais. C'est un devoir, c'est de notre devoir tous. Je vous remercie. Merci, docteur. Je ne sais pas qui des professeurs Bata et Baingo voudraient prendre la parole maintenant. Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier tous les professionnels des médias qui sont ici.
Vous avez suivi la déclaration de collègue Mukwege qui soulignait notre engagement à vouloir lutter pour le retour à l'ordre constitutionnel de manière à assurer un mieux-être à notre population. Alors, comment sommes-nous arrivés à exiger un retour à l'ordre constitutionnel par une transition citoyenne? C'est parce que le pays va très mal et nous ne pouvons pas rester indifférents continuellement face à cette souffrance de notre peuple, puisque nous sommes régulièrement interpellés par nos compatriotes en disant, voilà, vous êtes des intellectuels, vous êtes des universitaires, que faites-vous de nous? Que faites-vous de notre pays? Quelle est votre contribution par rapport à ça? Et certains vont plus loin, nous accusant d'avoir contribué à la destruction de notre pays. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras pour perpétuer ce système que j'appelle un système corbillard, avec ces croque-morts politiques qui pillent les ressources du pays, qui utilisent pour corrompre les gens, et ceux qui n'acceptent pas la corruption sont réprimés, et qui un régime qui ne se soucie pas de l'avenir des générations futures et qui consacre simplement le temps présent. Et donc nous nous sommes décidés à nous lever, à nous mettre debout pour que nous puissions aller de l'avant. Nous refusons de baisser les bras. Nous ne voulons pas agoniser. Nous disons donc n'agonisons pas, mais organisons-nous pour amener les changements des choses. Alors, évidemment, on nous dira, mais si vous faites une transition, vous réclamez une transition politique, citoyenne, sans les hommes politiques, sans le président en place, comment vous allez le faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous arrivez à demander ça? Mais parce que, premièrement, toutes ces institutions sont illégitimes depuis de nombreuses années déjà, pour le Sénat, pour l'Assemblée nationale, pour les assemblées provinciales, pour le gouvernement. Toutes ces institutions sont devenues illégitimes. Et illégitimité ici, dans ce contexte, va aussi avec indignité. Et je vous résumerai ça tout à l'heure en vous racontant une petite histoire. Alors, mais également, si ces régimes continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un consensus, un accord qui a été négocié le 31 décembre 2016. Cet accord aussi est devenu aujourd'hui caduc, puisqu'il n'a pas été respecté. Il a été violé systématiquement par mauvaise foi d'une partie de ceux qui sont censés l'appliquer. Et donc, pour nous, les élections sont improbables dans les délais qui sont prescrits pour cette année, au plus tard le 23 décembre de cette année, sont improbables. Et improbables pourquoi? Parce que les conditions minimales exigées pour organiser des élections ne sont pas réunies. L'espace politique est verrouillé, les libertés sont donc, si vous voulez, combattues. On ne laisse pas les gens s'exprimer, s'organiser, organiser des meetings. Et quand on regarde également en ce qui concerne les fichiers électoraux, vous avez suivi comme nous l'audit qui a été fait par l'OIF, qui, grosso modo, on a à peu près 24%, presque le quart de personnes qui sont inscrites, qui sont soit ils n'ont pas d'empreinte, soit c'est des mineurs, etc. Donc toutes ces conditions-là font qu'il y aura au moins 24%, disons les quarts des inscrits qui sont des irréguliers, qui pourraient donc favoriser une fraude massive. Donc face à ça, nous ne pouvions pas croiser les bras, il faut donc faire les choses autrement. Et il y a un de mes collègues, Antoine Gauthier, qui disait, nous sommes face à une situation où l'État est mort assassiné par l'obscurantisme de ceux qui sont donc au pouvoir, de ceux qui participent à ces jeux-là. Donc nous devons trouver maintenant des solutions pour sortir de ça. Et sinon, nous ne trouvons pas de solution, c'est la décadence assurée pour les pays. Nous connaissons où nous allons, c'est droit vers les murs. Alors, nous ne pouvons pas fuir notre conscience. On peut tout fuir, sauf sa conscience. Et notre conscience nous dit bien qu'il faut, c'est le moment de nous engager pour changer les choses, pour aller de l'avant. Il y a donc ici pour nous un impératif de l'autosubversion, comme disait Albert Eichmann. Donc nous devons faire de la subversion, mais par nous-mêmes aussi, et nous-mêmes également, pour changer les choses, pour faire bouger les lignes.
puisque nous savons qu'il ne peut pas y avoir, comme le disait Gassan Salamé, de démocratie sans démocrate. Les gens qui sont en place n'étant pas démocrates, ils ne nous apporteront pas de démocratie. Il faut donc que nous puissions nous battre pour cela. Et mon collègue André parlera tout à l'heure de dispositions constitutionnelles qui nous autorisent à affirmer et à militer comme nous avons décidé de le faire. Alors je voudrais, puisque il faut laisser plus de temps pour pouvoir discuter, je voudrais terminer ici en vous faisant un petit récit. Vous savez, moi je suis un fils de paysan, et au village, on nous parle toujours par des petites histoires pour nous apprendre à retenir des leçons de la vie. Et ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, c'est que ça ressemble à une histoire d'un grand roi qui avait une jeune princesse très belle, très intelligente et qui était promise à un bel avenir. Et cette belle princesse est partie pour se préparer, et sur son chemin, il y a eu une attaque et elle s'est échappée, sa garde a été dispersée et elle a été recueillie, elle a été un peu perdue, elle a été recueillie par un passant qui était accompagné de ses amis. Ce passant lui a promis de la ramener dans sa famille. Mais au lieu de la ramener dans sa famille, quand ils sont arrivés, il l'a amenée dans un hôtel. Et là, il a abusé d'elle. Et le lendemain matin, au lieu de la ramener chez ses parents, a encore amené la fille vers chez lui et a continué à abuser de la fille. Et la fille ne cessait de le supplier. Plus elle suppliait, plus elle était violée. Alors, donc, mais au moment où ses parents, pendant ce temps, étaient désespérés, ses parents étaient dans le chagrin, ils pouvaient chercher, sans trouver où se trouvait leur fille. Finalement, ils vont retrouver leur fille, mais dans quel état? Et lorsque ses parents retrouvent cette fille, pensez-vous que ses parents vont confier les soins à cet homme-là pour dire voilà, vous l'amenez aux urgences, à l'hôpital, vous allez prendre soin d'elle, ou vont la donner en mariage à ces messieurs pour avoir abusé d'elle? Eh bien non, et jamais. C'est justement ça que nous avons aujourd'hui. Notre pays a été abusé par ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et notre peuple a été abusé. Et donc on ne peut pas leur laisser encore la possibilité de continuer à organiser une transition, à organiser des élections. Ils ne feront pas ça, puisqu'ils ne connaissent pas ça. Il ne faut pas attendre de ces violeurs-là de vouloir devenir affectueux, devenir tendre avec la fille qui est là violée. Pour lui, elle sera toujours un objet. Et donc traitera comme un objet. Et donc pour nous, il faut que tout cela change. C'est pour ça que nous devons donc militer pour améliorer. Parce qu'on voit là que cet homme est illégitime. Et non seulement il est illégitime, mais également est indigne pour tout ce qu'il a fait à cette jeune fille en abusant d'elle. Merci. Merci. Je donne la parole au professeur Bata. Merci beaucoup. Merci de nous donner cette occasion de nous entendre. Nous sommes des Congolais, nous venons de loin. Nous venons d'un pays meurtri. Le Congo, c'est quand même le pays le plus vaste du continent. Ça fait près de 100 millions d'habitants. Ça fait 9 pays frontaliers. Ce qui veut dire que tout ce qui touche au Congo concerne absolument l'Afrique. Nous venons donc d'un pays meurtri. Je crois que la description a été bien faite. Nous venons d'un pays le plus riche de la planète en termes de ressources naturelles, mais un pays qui est réduit à la misère la plus noire à cause de la mauvaise gouvernance des dirigeants. Nous venons de là à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Nous venons en fait porter un message au cœur même du monde civilisé. C'est quand même la capitale de l'Union européenne. Et le monde civilisé, si nous parlons de valeurs, nous ne sommes pas venus à Bruxelles pour parler d'un homme, d'un individu, mais nous venons de parler des valeurs humaines, mais pas ceux qui les regardent sans rien faire. L'Europe, l'Amérique, le reste du monde
serait-il en train de regarder le mal qui s'est fait au Congo sans rien faire et donc devenir complice? Et Martin Luther King ajoutait, notre vie commence à s'arrêter le jour où nous commençons à garder le silence sur les choses les plus graves. Et des choses très graves, vous les avez entendues, se passent dans notre pays. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit, il n'y a pas moyen de se taire, il faut dire quelque chose, il faut parler. Il faut prendre à témoin le reste de l'humanité. Que demain, on ne nous dise pas, voilà, nous ne savions pas. Voilà ce qui s'est fait dans notre pays, c'est pire qu'un génocide, qu'on ne vienne pas nous dire demain qu'on n'a pas entendu. Et c'est ainsi que nous portons ce message au cours de l'Europe. Et partout où nous nous rendons, qu'on ne vienne pas nous dire demain on n'a pas entendu, on n'a pas vu. Et c'est l'un de vos philosophes qui disait, je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et nous pensons que le reste du monde ne saurait être étranger à la misère qui frappe actuellement notre peuple. Il y a des crises. Et Dr Mukwege l'a dit, la crise humanitaire va se poursuivre pour autant que la crise politique va continuer. Mais quelle est la conséquence? Quelle est la cause des crises qui se passent dans notre pays? La constitution les Congolais même avaient trouvé la cause. Ils disent que depuis 1960, et ça c'est le paragraphe premier de la Constitution qui avait été adopté par référendum et qui avait été promulgué le 18 février 2006, ils avaient trouvé la cause. Ils disent, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays a été confronté à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales, c'est la contestation de la légitimité des institutions de leurs animateurs. C'est ça la principale cause, ils l'avaient trouvé eux-mêmes. Et notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Mais où est-ce qu'on veut trouver la cause de la crise? Elle est matricielle. Elle est dans la dénomination même du pays. Le pays est en crise depuis l'indépendance, il s'appelle République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à installer la démocratie. Il ne faut pas aller très loin. La crise est dans le nom même. Et comme on dit chez nous, le verre est dans le fruit. C'est parce que depuis l'indépendance, on est allé, on n'a pas respecté l'état des droits démocratiques, on n'a pas respecté les droits de l'homme, on a eu des dirigeants qui ont voulu capturer l'État, comme on dit ailleurs, c'est ce qui se passe chez nous, c'est ce que d'autres ont appelé state capture. C'est un État capturé par des individus, un groupe d'individus, et qui sont là, et qui malheureusement bénéficient de la sympathie de certains milieux, et dans le pays, et à l'extérieur, alors qu'ils sont en train de contraindre à la mort une partie de l'humanité. Parce que nous disons notre pays en crise, c'est l'humanité qui est malade. Un Africain sur 6 est congolais. Pour être plus clair, un Africain sur 6 est congolais. Et nous venons de ce peuple-là, et nous venons d'une partie de l'humanité qui est en train de s'éteindre. Il faut, qu'est-ce qu'il faut? C'est la crise, nous disons, la démocratie, ce ne sont pas les élections. Notre pays a voté depuis l'indépendance, il y a des élections. Parce que maintenant, de plus en plus, on attend qu'on aille aux élections. Quelle qu'en soit la nature. Mais ce ne serait pas une solution. Le Congo connaît des élections depuis 60. Mais nous avons besoin d'une qualité des élections, les élections démocratiques, paisibles, transparentes, ouvertes. Parce qu'on a toujours voté. Il n'y aurait rien de nouveau si on nous dit aujourd'hui, allez aux élections. Et ce serait une catastrophe. La communauté internationale aurait investi pendant 20 ans avec la MONUSCO pour ne rien produire, ce serait la catastrophe. À quoi auront servi des milliards? À quoi auront servi les morts de la MONUSCO? À quoi d'abord auront servi tous ces millions de morts des Congolais si la communauté internationale devait aujourd'hui se satisfaire des élections non démocratiques? Parce que les élections savent également, on l'a vu dans nos pays, être non démocratiques ou autoritaires. L'état de droit n'est pas respecté. Et lorsque nous avons mis la société civile, on l'avait fait à Paris, toutes les déclarations des universitaires, et à Lubumbashi, à Bukavu, à Kisangani, et partout, c'est l'ensemble de la société civile, c'était un message clair. Pourquoi on demande une transition citoyenne? Parce que le régime qui est en place ne peut pas organiser les élections démocratiques. Et il faut le dire clairement. Il y a ce que j'avais appelé dans le temps, il y a 3 ans. Évidemment, je l'ai vu dans la presse belge, j'étais content. Mais j'ai parlé du triangle du glissement.
il y a le gouvernement du président qui est fait mandat, qui n'a plus de mandat. Vous avez la CENI, c'est le deuxième angle du glissement. Et le troisième, c'est la Cour constitutionnelle. La CENI, en dépit de son nom, n'est pas indépendante. Et vous savez, le monsieur qui dirige la CENI vous dit qu'il pleuve ou qu'il neige, lui organisant les élections. La Cour constitutionnelle non plus n'est pas indépendante. Elle est constituée en fait des affidés, des juristes ou des politologues à la solde du président de la République. Ce sont ses conseillers. Qu'est-ce qui arrive en amont? Si on va aux élections aujourd'hui, la CENI ne peut pas le faire. Elle l'a prouvé, elle est totalement acquise. Elle fait partie de la majorité présidentielle. Et le président de la CENI, vous l'avez vu, ils assistent aux réunions de la majorité présidentielle. Ça, c'est des sites là. Ça, c'est en amont. Mais en aval, même quand on aura proclamé le résultat des élections, qui va les proclamer? C'est une constitutionnelle totalement soumise à la majorité au pouvoir. Alors de quelles élections démocratiques on veut parler? C'est pourquoi on a dit il faut une transition citoyenne par des gens qui vont diriger la transition et après disparaître, s'éclipser après avoir organisé le pays. Et on nous pose souvent la question, mais est-ce que c'est constitutionnel? Mais ce qui est navrant, c'est que parfois, des gens qui ne sont pas des constitutionnalistes congolais prétendent mieux connaître notre constitution mieux que nous-mêmes. Mais que dit notre constitution? L'article 64. Il est clair. Je crois que beaucoup de pays aux États-Unis, en Amérique ou en Europe n'ont pas cette disposition, mais nous l'avons adoptée par référendum. Qu'est-ce qu'elle dit cette provision à l'article 64? Le peuple congolais a le droit et le devoir de s'opposer à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, s'il n'a pas pris le pouvoir par la force, ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Donc c'est au terme de cet article est constitutionnel. Qu'on nous dit, mais ce n'est pas constitutionnel. Mais je crois que le collègue l'a dit. Le peuple a le droit de s'assumer. C'est prévu dans notre constitution. Mais par contre, aujourd'hui, toutes les institutions, vous l'avez dit, sont illégitimes. Et comment est-ce que les pays les plus démocratiques se satisferaient d'un gouvernement totalement illégitime? Et l'un de nos évêques a dit, on a parlé d'un gouvernement de médiocres. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à embrasser les médiocres ou à espérer des médiocres qui feraient quelque chose de mieux? Donc, nous disons que les textes constitutionnels nous permettent qu'il y ait une transition pour qu'il y ait la paix dans nos pays et pour sauvegarder. Parce que si ça barde demain, les élections demain, ça va barder, c'est toute l'Afrique qui sera en ébullition. Ce n'est pas seulement le Congo. C'est 9 pays frontaliers, s'il vous plaît. Et tous ces pays seront affectés par la crise. Et il y a, malheureusement, on assiste chez nous à des tentatives de monarchisation du pouvoir présidentiel. Alors qu'il n'y aura même pas élection, mais on vous dit déjà que celui qui est là-bas, il est encore candidat. Il ne va pas partir, parce qu'on n'a pas d'autres candidats. Et ça, c'est une situation très grave. Et mesdames et messieurs, je voudrais m'arrêter là-bas, espérant qu'au cours du débat, nous allons pouvoir échanger. Mais j'ai tenu à décrire la situation, ajouter à ce que les collègues ont dit. Elle est catastrophique, elle est terrible, et il faut vraiment ne pas être humain pour ne pas s'émouvoir de ce qui se passe chez nous. Et il y a comme même dans le langage des Nations Unies, il y a la responsabilité de protéger, la responsabilité de protéger. Lorsqu'une partie de l'humanité est en danger à ce niveau-là, there is a responsibility to protect. And that is the responsibility not just for governments. I think that is the responsibility for the entire international community to see what is going on in the DRC. There are people dying every day. So we cannot just stop and see people dying in the DRC. It is our responsibility as part of humanity. When humanity is dying, it is our responsibility to react and to respond. Merci beaucoup.